La prise en charge des patients vulnérables, groupe Innovation, juin 2020. Pourquoi ce thème ? Marseille, perdu à l'hôpital, un septuagénaire trouvé mort 2 semaines après. Un patient de l'hôpital Pompidou retrouvé mort 3 jours après sa disparition. À Béziers, le squelette d'un patient disparu en 2018, retrouvé dans la haie du parking de l'hôpital. À la fondation Rothschild, une patiente disparaît après une consultation. Elle sera retrouvée dans le canal Saint-Martin. Problématique ? Qui sont ces personnes vulnérables ? Comment les identifier ? Comment garantir au sein de l'établissement la sécurité de ces personnes vulnérables ? Comment sécuriser leur parcours ? Comment éviter l'impensable ? Et quels sont les enjeux que soulève cette problématique ? Quels sont donc les enjeux ? Enjeux de santé publique, bien sûr, dus au vieillissement de la population, dus à la croissance des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou autres troubles cognitifs, enjeux de santé publique au niveau national et enjeux aussi au niveau des établissements, enjeux stratégiques, juridiques, financiers, de responsabilité, politiques et médiatiques. Ces problèmes sont-ils perçus au sein des établissements ? À la fondation Rothschild, ils ont été perçus, mais probablement insuffisamment. Des atouts, il y en a. Utilisation des volontaires du service civique. Des procédures pour l'hospitalisation mises en place. Des portes automatiques en HDJ. Une vidéosurveillance et des bracelets rouges. Atouts, certes, mais qui ne concernent que les patients hospitalisés. Qu'en est-il des patients vulnérables venant en consultation, en imagerie passer un examen ? C'est ici que l'on peut pointer les insuffisances. L'identification de la personne vulnérable est absente, donc pas de circuit. Un délai des ambulanciers souvent très long et pas de traçabilité des fugues. Ensuite, nous nous sommes demandé quels étaient les moyens déjà existants. Les systèmes de sécurisation permettent de garantir le droit fondamental de la sécurité du patient. Il existe des bracelets ou montres électroniques dotés d'appels faisant office de téléalarme miniaturisée. Des bracelets équipés d'un système de géolocalisation également. Cependant, ces dispositifs de surveillance peuvent être considérés comme portant atteinte à la liberté des personnes. Il y a des créations d'espaces de déambulation, environnements sécurisés et rassurants. Il existe le téléconcept, système de contrôle d'accès anti-fugue fonctionnant avec des balises d'identification telles que les badges et les bracelets. Des accès main libre. Les bracelets portés au poignet par les personnes qui approchent de la porte autorisent ou refusent l'accès. Cependant, la mise en place de mesures de sécurité ne doit pas aller à l'encontre de la liberté d'aller et venir au sein de l'unité des personnes accueillies. De plus, ce serait un système difficile à mettre en place à la Fondation. Dans d'autres pays d'Europe, la géolocalisation s'est développée plus facilement qu'en France, où nous sommes frileux quant aux dispositifs estimant qu'ils portent atteinte à la vie privée des personnes. Pour déterminer d'où vient le problème, nous avons appliqué la règle des 5 pourquoi. Pourquoi la patiente a-t-elle fugué ? Service en libre accès, locaux non adaptés, la patiente attend seule ses ambulanciers, aucune surveillance assurée. Pourquoi attend-elle ? Difficulté à joindre les ambulanciers non disponibles, dépend des sociétés d'ambulance, plusieurs courses des ambulanciers en même temps, système français. Pendant ce temps, personne pour surveiller la patiente dans cette zone tampon. Pourquoi personne ne la surveille ? Peu d'effectifs, pas de personnel dédié, ce n'est pas le rôle des secrétaires ni des manipulatrices radio. En dernier lieu, non-connaissance du caractère dément de la patiente. Pourquoi ne savait-on pas que la patiente était démente ? Information non renseignée à l'accueil du patient. Pourquoi l'information est non renseignée à l'accueil du patient ? Pas de notification de la prise de rendez-vous, donc patient non identifié. Pas de questionnement à l'arrivée de la patiente, patient non identifié. L'identification du patient à risque de fugue ou vulnérable nous paraît indispensable pour limiter les fugues à l'hôpital. Nous allons présenter les pistes et solutions que nous avons retenues. Nous avons dans un premier temps listé toutes les solutions qui nous paraissaient pertinentes ou moins, sans se fixer de contraintes éthiques, juridiques, économiques ou même financières.
Puis, nous avons décidé de classer ces solutions en fonction de leur catégorie, donc en mettant les solutions humaines, les solutions technologiques, les solutions physiques et diverses solutions. Nous avons ensuite décidé d'annoter ces solutions en fonction de critères de sélection définis et qui nous paraissaient pertinents, comme le coût, les moyens humains ou surtout les difficultés de mise en place, qui comprenaient l'aspect éthique, technologique et juridique. Chacune d'entre nous a noté ses solutions selon son expérience et sa propre expertise, avec un score allant de 1 à 5, 1 étant le plus facile et 5 le plus difficile. Nous avons ensuite fait une moyenne de tous ces scores pour élaborer ce tableau final. Il en ressort donc 4 solutions en vert, assez faciles à mettre en place, à moindre coût et contrainte. Et c'est donc sur ces solutions que nous avons voulu travailler pour limiter le risque de fugue et élaborer notre innovation. Ces 4 solutions ont donc été regroupées et nous avons décidé de les intégrer dans un processus d'accueil et de prise en charge intitulé « Parcours spécifique des personnes à risque de fugue ». On retrouve en 1 une identification claire dès la prise de rendez-vous ainsi qu'une traçabilité. En 2, une prise en charge par les agents du service civique, appelés aussi gilets bleus, qui sont des ressources déjà existantes pour orienter et accompagner les patients dans notre hôpital de référence. En 3, un accompagnement personnalisé vers les zones d'accueil ou les consultations. Et en 4, un équipement de nos zones d'accueil par des portes automatiques avec boîtier, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est vraiment l'association de ces 4 solutions qui va nous permettre d'assurer la sécurité des patients les plus vulnérables et de limiter les risques de fugue. Nous allons maintenant vous présenter en détail les différentes étapes que nous avons mises en place. Première étape, la secrétaire va poser un ensemble de questions qui permettront, à la manière d'un arbre décisionnel, d'identifier si le patient est à risque. Elle assure ensuite dans le dossier la traçabilité de cette information. Le questionnaire comporte 5 items qui sont les suivants. Est-ce que le rendez-vous est pour vous? Le patient pourrait-il prendre ce rendez-vous seul? Sera-t-il accompagné? Présente-t-il des troubles cognitifs? Est-il valide? En fonction des réponses, le patient sera alors orienté vers le parcours spécifique. Nous avons conscience que ce questionnaire risque d'exclure certains patients, mais nous prenons le parti de nous en servir comme base de travail pour la suite de notre projet. La veille du jour du rendez-vous, lorsque la consultation est préparée, parallèlement est établie une liste de patients identifiés comme vulnérables. Deuxième étape. Lorsque le patient arrive, la priorité est qu'il soit le moins seul possible. L'agent d'accueil va le considérer comme prioritaire et solliciter un agent du service civique qui l'accompagne jusqu'à la salle d'attente. Dans la mesure du possible, il reste avec lui jusqu'au moment de sa consultation et signale sa vulnérabilité au médecin. Troisième étape, le retour après la consultation. Une fois la consultation terminée, le médecin va ressolliciter l'agent du service civique. Ce dernier va prévenir les ambulanciers ou le chauffeur de venir chercher le patient dans la salle d'attente des consultations. Cette salle d'attente du service de consultation sera équipée d'un boîtier main. Ce système est déjà mis en place à l'hôpital de jour et a démontré que pour les patients atteints de troubles cognitifs, il n'était pas intuitif de passer la main devant une cellule pour ouvrir une porte. Cela limite donc les sorties inopinées de ces patients. Le prérequis pour mener à bien notre projet est la communication. D'une part, entre tous les acteurs et professionnels de santé, ceci afin de proposer une prise en charge optimale des patients se présentant à la consultation. D'autre part, avec les autres établissements, la médecine de ville, l'hospitalisation à domicile, etc. Enfin, il nous est apparu nécessaire d'utiliser un support média adapté, tel que le site internet de la Fondation, qui est incontournable, l'affichage pour informer les patients de ce programme sécurisé de prise en charge, et la plaquette de présentation comme support répondant à un objectif à long terme. La Fondation Rothschild se soucie de la sécurité de tous les patients, sans omettre les plus vulnérables. En amont, la sensibilisation de tout le personnel sur le parcours mis en place afin d'utiliser un langage commun et favoriser leur implication.
Ce que nous demandons à la direction, l'adhésion au projet pour limiter le risque de fugue, renforcer la sécurité des patients à moindre coût, l'autorisation pour nous permettre de débuter la phase de test, l'autorisation pour nous permettre la diffusion au tiers, et enfin, la valorisation du travail des agents du service civique en leur proposant une formation. Les résultats sur investissement attendus promettent d'être nombreux, autant concernant les agents d'accueil que pour ceux de l'imagerie. La phase de test à mettre en place se situe à 2 niveaux. Le retour d'expérience auprès des agents d'accueil pour mesurer leur niveau de conscience du risque de fugue, leur implication et l'investissement supplémentaire requis, auprès du service d'imagerie, l'utilisation du questionnaire sur une durée de 3 semaines afin de mesurer la faisabilité, la pertinence des questions et pouvoir recueillir le ressenti des parties prenantes, personnel et patient. Ce test nous permettra également d'évaluer la durée supplémentaire requise lors de la prise de rendez-vous et le nombre moyen de patients concernés par ce dispositif. La crise sanitaire actuelle nous a obligés à faire une pause sur notre projet d'innovation et nous n'avons pas pu questionner les personnels et mettre en place cette expérimentation. Cependant, nous avons pu nous rendre compte que la mise en place de parcours spécifiques était possible lors de cette crise. Des screenings de toutes les personnes ont été effectués avec questionnaires précis sur l'apparition de symptômes. Des nouveaux circuits ont également été mis en place avec les patients Covid+ et Covid-neg et un sens de circulation avec une marche en avant. Une attention particulière était donnée aux patients les plus vulnérables. Une mobilisation et forte implication de tous les personnels, ce qui n'était pas forcément imaginable avant. Cette expérience en grandeur nature et à grande échelle est très encourageante sur la prise en charge des patients, y compris les plus vulnérables, et nous donne bon espoir quant à la faisabilité de notre projet. La devise « Transmettre, innover, s'engager » de notre fondation n'a jamais aussi bien porté son nom avec notre innovation.